Bonjour mes chers parents. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour notre troisième live déjà de la semaine. Ça va vite quand même. Ça va vite. Donc comme à chaque fois, je vous invite à vous déposer, à prendre le temps d'arriver, à avoir une petite tisane. Et aujourd'hui, j'ai un verre d'eau particulièrement parce qu'il fait chaud. Donc voilà, prendre un petit verre d'eau. Bonjour à vous. Bonjour. Mm. Donc prenez le temps de vous déposer, de bien respirer, de prendre un verre d'eau, puis de commencer à réfléchir au sujet de la journée. Parce que comme je vous disais dans ma story tout à l'heure, toutes les questions sont les bienvenues. Hein? Donc moi, la maman m'a envoyé cette question-là que je traite en 4 temps au courant de la semaine. Mais de votre côté, si vous avez des questions, des préoccupations, vraiment, il y a des trucs qui vous chicotent par rapport à votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ici, là, dans le live, ou à m'écrire aussi en message privé, vos questionnements. Donc, je suis là pour ça. Donc, je rappelle pour ceux qui me connaissent peu, donc je m'appelle Patricia Archambault, je suis ergothérapeute canadienne. Et donc, j'ai décidé de faire des lives justement pour répondre à certaines questions que des parents m'envoient. Et notamment la question de la semaine que j'ai reçue, c'est en lien avec un enfant de 8 ans qui manifeste de la panique, en fait, le matin avant d'aller à l'école, en lien avec l'habillage. Et au final, il finit toujours par choisir les mêmes vêtements et la maman me précise, il met du mou. OK? Donc, euh, au Québec, quand on dit qu'on met du mou, c'est vraiment pour dire qu'on met justement des vêtements qui sont plus amples, qui sont plus doux, qui sont plus de type jogging. Donc voilà, je le précise parce que j'habite en France, fait que j'ai des Français et des Belges et des Suisses qui me suivent aussi. Donc, aujourd'hui, l'objectif, ça va être de poser quelles sont les différentes postures que les parents manifestent lorsque des situations de la sorte se présentent. Dans le sens que ma question pour vous aujourd'hui, c'est votre enfant panique, notamment ici en lien avec l'habillage. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Est-ce que vous vous dites « Oh non, pas encore une fois », mais voyons donc, c'est juste des vêtements. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de me manipuler, il essaye de me provoquer. Ah mon Dieu, j'ai pas le temps de gérer ça aujourd'hui, j'ai ma journée de travail. Hmm? Essayez de voir toutes les pensées, de mettre de la conscience sur les pensées qui vous viennent au moment où votre enfant vit ce genre d'événement. Parce qu'on l'a vu au courant de la semaine, qu'un enfant qui est en état de stress ou en état de panique, en fait, il fait pas exprès, hein. Dans le sens que c'est... On l'a vu à travers les différentes couches du cerveau. La première couche étant le tronc cérébral, qui est notre cerveau inconscient, reçoit l'information de l'environnement physique. Lui perçoit que c'est dangereux ou pas. Notamment ici, perçoit que c'est dangereux. Donc, envoie au système, qui est la deuxième couche, le système limbique, comme quoi que c'est dangereux. Et qu'est-ce qui arrive dans le système limbique émotionnel? Ça déclenche le bouton d'alarme du système nerveux du corps de l'enfant et ça déclenche toute une réaction de stress. Réaction de stress, j'implique les hormones de stress comme le cortisone, l'adrénaline. On peut voir les signes, rougeur de la peau, sueur, dilatation pupillaire, vasodilatation aussi, fait qu'on va voir qu'il va avoir la peau justement plus rouge, rythme cardiaque plus élevé, respiration plus rapide aussi.
Euh, et l'enfant qui est en état de stress réagit de trois manières. Soit il est en instance de combat, soit il prend la fuite, ou soit il fige. C'est les trois manières que le système nerveux réagit face au stress. Tout humain sur cette planète. Le système nerveux, qu'on dit sympathique, réagit de ces trois manières. On peut l'entendre en anglais, le fight, fright or flight. C'est le principe dans le fond des trois termes ici. Mais qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Parce que comme je disais dans ma story, c'est important de vous questionner par rapport à votre posture propre. Parce que la manière que vous allez réagir, la manière que vous allez recevoir l'information, la manière que vous allez interpréter l'information pour vous-même, va venir influencer ce que vous allez dégager pour l'enfant et comment lui va vivre la crise. Et je m'explique. Tout enfant, tout petit être qui naît, pour assurer sa survie, se câble au modèle direct qu'il a. Le modèle direct de petit chaton, c'est sa mère chaton. Le modèle direct qu'a un bébé girafe, c'est sa maman girafe. Le modèle direct qu'un bébé humain a, c'est ses parents. Si lui, au moment où il panique, vous paniquez tout autant, ou vous vous mettez en colère, ou vous vous mettez en état de stress, qu'est-ce que ça lui renvoie à votre enfant d'après vous? Mais si vous paniquez autant que lui, c'est que vous lui donnez raison comme quoi que la situation a sa raison d'être au niveau de la panique. Donc, il y a lieu de paniquer. Par exemple, justement, une maman girafe qui voit son bébé girafe paniquer devant quelque chose qui fait pas peur et que la girafe panique, ben oui, même pour la girafe, elle va se dire « Ah, ben j'ai raison de paniquer, ma maman, mon modèle, celle qui est supposée m'assurer mon cadre de sécurité est en train de paniquer. Ben, je vais continuer ma panique. » Donc déjà, votre posture, comment vous allez vous positionner par rapport à la réaction de votre enfant va venir complètement changer la suite. Au niveau de la crise elle-même, mais les crises subséquentes ou les paniques subséquentes. Et c'est pour ça que je vous disais aujourd'hui, vous allez influencer le cours de la suite des événements au niveau de la fréquence des crises, de la durée de chacune des crises et de l'intensité de chacune de ces crises-là aussi. Parce que quand bien même que l'enfant ici, on l'a officialisé hier dans le live, comme quoi que la cause retenue était une hypersensibilité tactile ou hyper-réactivité tactile en lien avec un contexte de stress, parce que le matin, avant d'aller à l'école, c'est une période de la journée qui implique beaucoup d'aspects au niveau vitesse d'exécution, au niveau routine, au niveau des exigences et des attentes possiblement qu'on a face aux enfants à cette période-là de la journée parce que nous-mêmes, on ne veut pas arriver en retard au travail, on veut que l'enfant arrive à temps pour la cloche qui sonne pour ses cours. Donc, vous voyez. Et quand l'enfant, ici notamment de 8 ans, arrive au moment où il met ses vêtements, c'est comme si c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Mais à la base, l'enfant, effectivement, a bel et bien une hypersensibilité tactile qui n'est pas pas neurotypique, mais dans le sens que
certes, on n'est pas dans la norme, parce que oui, bien évidemment, des vêtements ne devraient pas faire mal à un enfant. Mais lui, c'est comme ça qu'il perçoit. Donc, il n'a pas tort. Il ne peut pas avoir tort, c'est sa sensation. C'est comme moi, quand je vous disais au début de la semaine, lundi, que moi j'avais une grande hypersensibilité tactile aussi étant jeune, et que pour moi, les grains de sable dans un lit, quand que j'étais en voyage à Cuba avec mes parents, j'avais 6 ans, mais pour moi, c'était hyper anxiogène de savoir que j'allais passer la nuit dans un lit avec des grains de sable. Parce que pour moi, quand tu as une hypersensibilité, tout est x10. Donc pour moi, la grain de sable, c'est comme si c'était un pois chiche piquant qui me causait des inconforts sur ma peau. Tout comme un enfant qui a une hypersensibilité auditive, que je vous disais hier, c'est comme s'il y avait un avion à réaction qui passe à côté de lui, alors que c'est juste des bruits d'enfants dans un parc ou dans une cafétéria. Mais lui, c'est comme ça qu'il perçoit. Et donc oui, si l'enfant commence sa journée, il se lève le matin, c'est déjà le stress dans la maison avec tout le monde qui court autour, le stress de il faut déjeuner, il faut peut-être se laver, il faut faire son lunch, il faut ramasser sa collation. Non, 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 ça se peut qu'il y ait plusieurs éléments stressants. Et quand on ajoute en plus un stresseur comme un vêtement qui reste sur la peau, là, c'est vraiment intense. Et surtout que la maman disait que ça faisait 2 ans que c'était plus intense. Donc là, on sait qu'il y a une notion, possiblement, comme je vous disais, de stresseur, ou peut-être d'un trauma, ou peut-être d'un événement dans la famille, comme une séparation, un déménagement, un changement d'emploi, un changement d'enseignante, un changement d'école ou de garderie, peu importe. Mais depuis 2 ans, si ça a changé, ça fait 2 ans que la maman me disait que c'était plus intense, c'est que ça veut dire qu'avant 6 ans, cet enfant-là tolérait bien les vêtements. Mais que là, c'est la panique. Et la panique, c'est un niveau encore plus au-dessus. Hein? Comme je vous disais la semaine passée, avec l'histoire de cas du petit garçon de 3 ans qui fait des crises dans les endroits publics, quand on est dans un état de régulation normale et qu'on est apte à apprendre, etc., on dit qu'on est dans un état de vigilance tranquille. Mais dès qu'on tombe dans la panique, ça veut dire qu'on a passé l'état d'hypervigilance et on est déjà en désorganisation. Donc ça veut dire que l'enfant, il s'est levé le matin, il a passé de l'état de somnolence à hypovigilance, à pouf, déjà la panique, donc déjà en désorganisation. C'est hyper rapide. Donc, la posture en tant que parent, évidemment, comme je vous dis, non, on ne va pas paniquer, se mettre en colère, le chicaner, être en état de stress, parce qu'on le sait maintenant qu'en lien avec le neurone miroir, si on manifeste ce genre de comportement-là, ça va juste exacerber la crise. Et la crise, lui, dans sa mémoire, il va avoir enregistré, mais mon parent, la première fois que c'est arrivé, il a paniqué ou il était stressé ou il était en colère. Donc, il va associer tout le temps le stimuli sensoriel comme les vêtements à un moment désagréable. Et donc, lui, ça va déclencher l'état de stress aussi en lui face à cette mémoire-là émotionnelle. Puis vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure. Donc voilà. Et c'est important de bien comprendre ici que quand justement on bascule en des organisations,
on a tendance, les parents, à tout de suite se lancer pour dire, mais non, ça va, mais non, c'est juste des vêtements, puis bon, non. Laissez l'enfant faire sa courbe, hein, que je dis la semaine passée, émotionnelle, ici dans la panique, pour que ça redescende. Hein. Donc, vraiment devenir se positionner en posture d'accueil. Je me mets à l'écart, je constate, j'observe, je m'assure que mon enfant est en sécurité, un peu comme ce qu'on disait la semaine dernière, hein, avec la situation au niveau des bruits. Je m'assure que mon enfant est en sécurité dans les lieux qu'on est. Je le laisse faire sa boucle émotionnelle, qui peut monter, mais ça va finir par descendre. Surtout que si vous avez une posture calme, zen, apaisée, d'observation, avec un regard, et ça c'est le plus grand défi, un regard bienveillant par rapport à la situation. Parce que votre enfant, il fait pas ça pour vous faire suer. Il fait pas ça pour vous manipuler, il fait pas ça pour vous provoquer, il fait pas ça pour vous remettre dans le visage comme quoi vous avez fait mal votre travail de parent, loin de là. Loin de là. Donc, ayez beaucoup de compassion pour votre enfant qui est en train de faire une crise. Il vous démontre tout simplement qu'il ne va pas bien. Vous, quand vous allez pas bien, qu'est-ce que vous aimez que les autres fassent autour de vous? Il vous laisse évacuer avec un regard neutre. Puis après, quand vous vous êtes calmé, là, vous êtes disposé pour parler. C'est la même chose pour les enfants. Même chose. On laisse la boucle et après, on approche l'enfant de manière à le mettre dans un état de sécurité, hein, pour discuter avec lui. Parce que si vous êtes en train de lui imposer vos exigences, vos attentes, ah là, à cause de toi, on va être en retard, non. Ça aide pas personne à se confier. Vous, ce que vous voulez savoir, c'est c'était pas facile, hein, mettre les vêtements ce matin. Je sais que tu as fait un effort, tu as essayé de mettre tes jeans ou tu as essayé de mettre ton chandail de laine. Mais j'apprécie vraiment beaucoup l'effort. Ça l'a fait quoi à ta peau de mettre ça? Ah, ça piquait puis ça faisait mal. Je comprends. Je comprends. Puis là, vous pouvez faire un petit white lie en disant, moi aussi, quand j'étais jeune, quand je mettais de la laine, moi aussi, ça me piquait. Hein? Puis ça me grattait, puis ça me démangeait, puis j'aimais pas ça. Vous pouvez faire un petit white lie ici, juste pour... Pourquoi qu'on fait ça, en fait? Pourquoi qu'on ferait un white lie? En fait, on fait un white lie pour démontrer à l'enfant à quel point on le valide. Tu n'es pas dans le tort d'avoir mal. Tu n'es pas dans le tort d'avoir une émotion. Tu n'es pas dans le tort de vivre un inconfort. Peut-être que sa réaction est démesurée par rapport à votre schéma de perception. Mais lui, c'est un enfant, il ne sait pas. Il ne sait pas à quoi se comparer. Il ne sait pas. Et donc, c'est notre devoir en tant que parent de se positionner. De se positionner pleinement par rapport à je suis curieux de savoir ce qui s'est passé dans ton corps, dans ta tête, dans tes émotions. Est-ce que tu veux me l'expliquer maintenant que c'est tranquille, maintenant que tu es tranquille, maintenant que tu n'es plus à l'état de désorganisation, tu n'es plus en état d'hypervigilance, tu es revenu en vigilance tranquille ou peut-être même en hypovigilance parce que tu es tellement évacué. Donc, puis d'approcher ça avec curiosité et avec jeu. Ah, au Québec, on dit
je suis peut-être dans les patates, mais est-ce que ça se peut que, je sais pas moi, le chandail t'a piqué comme si c'était des moustiques qui te piquaient? Hein? Vous voyez, j'ai eu une approche de jeu. J'ai dit, je suis peut-être dans les patates, dans le sens que j'ai peut-être tort dans mon interprétation parce que moi, je suis pas dans ton corps. Mais juste dans la manière d'utiliser les mots, il y a une approche jeu. Hein? Puis là, vous pouvez y aller avec des trucs loufoques, hein? C'est comme si c'était des moustiques. L'enfant, il va vous dire non, non, c'était plus comme des aiguilles. Bon. Mais vous rentrez dans son imaginaire, rentrez pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et à partir de ce moment-là, que vous avez eu une bonne discussion avec l'enfant qui s'est senti écouté, validé et aimé, malgré qui a paniqué, qui vous a peut-être mis en retard, qui a peut-être mis en retard toutes les autres personnes de la famille, qu'il a peut-être au passage frappé son frère, mordu sa sœur, mais qu'il l'ait aimé, bien là, il va être ouvert à vous parler et il va être ouvert aussi à intégrer des solutions au quotidien. Et les solutions, ça, on en parle demain. OK? Donc, les solutions, ça va être directement en lien avec notamment l'hypersensibilité tactile. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, les parents, comme stratégie compensatoire pour faire en sorte que l'événement soit plus confortable, de un, et de deux, de rééquilibrer au niveau sensoriel tactile, hein, ce sens-là. Parce que c'est ça, la problématique. Mais il y a aussi l'aspect que demain on va parler, c'est tout le contexte de rendre le matin moins stressant. Et d'aborder aussi qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans. Hein? Mais déjà en tant que parent, la posture idéale que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment de vous mettre en posture de présence, de qualité de présence, dans l'ici et maintenant, pour lui, pas pour les autres, pas pour vous, pas pour votre partenaire de vie, pour lui. Ça demande beaucoup d'empathie, mais c'est comme ça que vous allez arriver à comprendre ce qui se joue pour mieux appliquer après des interventions, pas lui vous envers lui, vous deux en équipe. Parce qu'il y a ça aussi. Quand même, vous allez voir tous les spécialistes en pédiatrie sur tout trouble neurologique, neurodéveloppemental ou même en neurotypie pour quelconque difficulté. Si vous ne faites pas équipe avec votre enfant ne voudra pas collaborer. Si vous êtes en train tout le temps de le chicaner, de le juger, de poser des étiquettes sur comment il agit, de le blâmer, pourquoi il collaborait avec vous? Pourquoi? Vous, est-ce que vous allez collaborer avec un ami qui agit comme ça avec vous? Ou avec votre partenaire de vie? Ou avec votre patron? Ou avec vos collègues? Non. Personne n'a le goût de collaborer avec quelqu'un qui le blâme, qui le juge, qui tente pas d'essayer de comprendre ce qui se passe. Même si ça peut être difficile à comprendre, hein, d'emblée. Mais il faut faire ça, mes chers parents. Quand je vous dis, moi, mon objectif en tant que spécialiste en neurodéveloppement, et ce que je fais avec l'ensemble de mes mamans dans mon programme d'accompagnement Artemis, mon but, c'est de vous amener à être et incarner les meilleurs lecteurs possibles des besoins de vos enfants et de vos besoins. Mais pour ça, il faut avoir énormément d'empathie pour votre enfant et énormément d'empathie envers vous-même. Énormément. Et comment on y parvient? C'est justement en amenant de la conscience par rapport à ça. En sortant du mode un peu égotique. Hein? Moi, mes objectifs, c'est d'arriver à l'heure au travail parce que nanana, puis je veux pas que l'enseignante soit déçue de moi,
si j'arrive en retard à l'école. Votre enfant est en train de paniquer, là. C'est quoi qui est le plus important? J'arrive à être 10 minutes en retard au travail, il va arriver 5 minutes en retard à son cours à l'école ou à la garderie. Hein? J'ai le goût de dire so what? Qu'est-ce qui est le plus important? Votre relation avec votre enfant sur le long terme, sur toute votre vie, ou une journée que vous arrivez en retard au travail? Et sur tout l'impact que ça a sur le reste de la sphère émotionnelle, sociale et confort dans son corps de votre enfant aussi. Parce que la qualité de présence que vous allez lui offrir va faire en sorte que il va prendre confiance en vous, il va vous partager aussi des trucs, les crises vont être moins fréquentes, fait qu'il va accumuler davantage de bien-être en lui, va être moins en état de stress, vous aussi. Hein, fait que c'est juste bon pour tout le monde, ça, en fait. Votre qualité de présence influence de manière directe la qualité de votre dynamique familiale. J'ai nombre de parents à ma clinique ergothérapie enfance qui me posaient des questions à ce niveau-là. Comment je fais pour améliorer ma dynamique familiale? Commencez par analyser vos réactions face au comportement de vos enfants. Toujours. Toujours, toujours. Qu'est-ce que ça déclenche chez vous? Est-ce que s'il panique ou s'il fait une crise, vous vous sentez rejeté, abandonné? Vous sentez que c'est injuste? Vous vous sentez humilié? Vous vous sentez trahi? C'est beaucoup dans notre perception des choses qui va venir influencer la qualité de présence qu'on va offrir à l'enfant qui est devant, qui est vraiment en train de souffrir. Hein, j'utilise beaucoup avec les mamans dans mon programme d'accompagnement Artemis l'exemple de l'enfant qui a peur des araignées, puis le parent qui dit « Ben non, une araignée, ça te mangera pas. » Mais oui, mais lui, il a peur des araignées, il est en train de vous le dire. Est-ce que c'est validant, se faire dire ça? Non. Est-ce qu'on se sent aimé? Non. Est-ce qu'on se sent en sécurité de partager nos peurs avec la personne qui nous répond comme ça? Non. Est-ce que par après on a le goût de collaborer avec cette personne-là? Non. Est-ce qu'on a le goût d'être obéissant? Non. Ben voilà. Lui a vraiment peur. Vous, si vous dites à votre partenaire de vie, j'ai peur des serpents, puis qui fait exprès, puis il dit, ben non, les serpents, ça fait pas peur, nanana, puis qui fait exprès, vous amène une couleuvre ou un boa, puis qui vous le met dessus. Est-ce que vous allez trouver ça drôle? Non. Vous allez trouver que c'est un manque de respect, c'est un manque d'empathie, c'est un manque d'écoute, c'est un manque de validation, c'est dénigrant, etc., etc. Mais bien entendu. Donc, les peurs de vos enfants, peur, mais tout ce qui est inconfort et réaction du système nerveux, comme ici notamment l'hypersensibilité tactile, que c'est rien inventé, c'est son cerveau reptilien, le tronc cérébral, qui interprète que c'est dangereux, c'est inconscient, il peut pas le gérer, il peut pas s'auto-freiner, il peut pas s'auto-réguler. Mais bien entendu qu'il faut avoir de la compassion pour ça. Bien entendu, il ne le gère même pas. C'est pas frontal, c'est pas dans son cortex conscient, tout ça. Non, c'est dans son tronc cérébral. C'est la structure la plus primitive du système nerveux. Donc, hyper, hyper important. Donc, voilà, mes chers parents. Je vous invite vraiment à me poser des questions, hein, tout au long du live. Là, je vois qu'il n'y en a pas. Mais je vous invite à m'écrire en message privé. Alors, je sais qu'il y a des parents qui m'écrivent plus en message privé par après. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein, je suis là pour ça. Puis aussi, j'ai des personnes qui me posent des questions quant à mon programme Artemis. La prochaine cohorte est le 1er octobre. Donc voilà, la deuxième cohorte qui commence. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur
qu'est-ce que ça comporte, le déroulement, ce que ça implique, l'objectif. Et si votre situation correspond aux mamans qui sont pleinement, dans le fond, accueillies dans le programme Artemis, posez-moi vos questions. Donc voilà mes chers, demain plan de match, on est là pour les solutions concrètes sur tout ce que je vous ai dit par rapport à la situation de notre petit coco de 8 ans. Solutions concrètes, je parle dans les stratégies compensatoires et neurodéveloppementales, au-delà de la posture qu'on a parlé aujourd'hui parentale, qui est cruciale. Donc voilà mes chers, plein de gros bisous à tous et on se voit demain. Ciao!